Hey, salut, salut, c'est Papa Nico ici, j'espère que vous allez tous très très bien. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, je ne suis rien qu'avec Noah, parce que bon, les autres ils sont un petit peu trop jeunes pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai bien confiance... Ça va Noah? En fait j'ai oublié de te demander. Oui, Tu vas bien? oui. Ouais. Tu sais plus ou moins ce qu'on va faire, je t'ai déjà un petit peu expliqué, je vais un petit peu expliquer maintenant aux personnes qui nous regardent. Euh, c'est un outil, on va appeler ça un outil pédagogique plus qu'un jeu, qui a été créé par Caritas International. Okay, c'est une ONG. Et je me rends bien compte que c'est un outil pédagogique qui est destiné à un public un peu plus âgé que Noah. Donc plutôt des adolescents. Noah, il n'a que 8 ans. Donc je vais essayer avec Noah de lui expliquer. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Je ne garantis pas, mais en tout cas, on va faire l'effort. Je ne voulais pas attendre que Noah arrive à l'âge adolescent parce que c'est un outil qui est assez récent. Et je trouve qu'il est... Enfin, je l'ai essayé tout seul avant. Je l'ai essayé tout seul avant. Et il est absolument magnifique. C'est un très très bon outil. Et malheureusement, qui est, je dis bien malheureusement, un outil qui est absolument nécessaire pour nous. Alors j'explique en deux, trois mots ce que c'est. Donc ça s'appelle Walk in My Shoes. Non, c'est ce que ça veut dire. Hein. Marcher dans mes chaussures. Marcher dans mes chaussures, exactement. Et c'est un outil qui va suivre trois destins. Trois destins, trois histoires, des vraies histoires contées par des réfugiés qui viennent de trois pays différents. Donc, le premier pays ici tout au nord, là, c'est un pays qui s'appelle la Syrie. Non? La série. La Syrie. Tu vois, donc ça, c'est la botte de l'Italie, tu reconnais, hein? Oui. Ok, la Belgique est un petit peu plus haute ici. Et donc, on suit trois destins. Celui de Hassan, je n'ai pas encore fait les autres pays, donc je ne connais pas les prénoms. Mais ici, on va suivre Hassan, qui vient de Syrie. Ici, c'est un pays, je pense que ça doit être l'Érythrée, qui est ici. Et ici, un grand pays comme ça, ça doit être certainement la République démocratique du Congo. Et donc, on va suivre les cheminements, les histoires de trois réfugiés. Enfin, ici, pour cette histoire-là, celle de Hassan, qui vient de Syrie. Et on va être confronté, à un moment donné, dans son récit, à ses choix. Pourquoi je trouve... C'est justement ça que je trouve très très bien dans cet outil. Parce que nous, en Belgique, depuis notre salon confortable, avoir une opinion, c'est facile. C'est facile de se dire, oui, mais il y a ça qui doit être fait, moi j'aurais fait ça à la place, voilà, c'est facile. Parce que les choix qu'un réfugié doit faire n'ont aucune incidence dans nos vies à nous. Et, euh, et grâce à cet outil, on commence à avoir une petite idée de ce que c'est la vie d'un réfugié, de ce que c'est, ce que ça peut impliquer dans la vie de ceux-là, lorsqu'ils font un choix. Leurs choix peuvent leur coûter la vie. Ça va expliquer aussi de nombreuses questions que les gens se posent lorsqu'on parle de réfugiés. Pourquoi il y a autant de garçons, par exemple, pourquoi il y a autant de jeunes hommes qui arrivent de Syrie. Voilà, ça répond aussi en partie par rapport à ça. Donc, voilà, je trouve que si on ne comprend pas encore pourquoi, si on ne comprend pas pourquoi il faut accueillir les bras ouverts les réfugiés qui arrivent en Belgique et en Europe, après cet outil-là, je vois vraiment pas comment on pourrait faire d'autre pour faire comprendre, parce que voilà, cet outil, pour moi, à mon sens, devrait clore le débat des réfugiés, une fois pour toutes, et, euh, et ouvrir les yeux même de ceux qui sont les plus... qui portent des œillères, quoi. Donc voilà pour l'outil. Alors comme je disais, Noah, il n'a que 8 ans. Cet outil est normalement destiné à des adolescents, pas à des enfants. Donc c'est un sujet qui est difficile. On va essayer avec Noah d'aller jusqu'au bout. Et on verra. Ça va Noah? Oui. Tu te sens prêt? Oui. Ouais. Ok. Alors on y va. La ville où je vis, Latakié, est à mon avis la plus belle de Syrie. J'y vis avec mon père, ma mère, ma sœur. J'ai aussi un frère, mais je ne l'ai plus vu depuis longtemps. Il est dans l'armée. Debout sur mon balcon, je peux voir les montagnes et sentir la mer, et rêver à toutes les choses qui y vivent. Mon rêve est de devenir biologiste.
Je vais étudier à Damas, la capitale. Ma sœur se moque souvent de moi, mais j'ai un peu peur d'être loin de ma famille et de mes amis. Ils vont tellement me manquer. Ok, donc ça c'est une petite intro. On voit qu'on suit la vie de Hassan, 17 ans, qui vit en Syrie dans une ville qui s'appelle Latakia. D'accord? Ok. Et ça commence. J'espère que le son est correct. Je ne savais pas trop comment faire pour que vous ayez le son du site. Donc j'espère que nous entendez bien et entendez également l'histoire. On écoute. Été 2011. Je viens de recevoir mon diplôme. Avec mes amis, on va aller au parc près de la mosquée pour faire la fête. Presque toute la classe sera là. Depuis des mois, nous parlons sans arrêt de nos projets d'avenir. Beaucoup de mes camarades de classe vont faire l'armée. En Syrie, il y a le service militaire obligatoire si vous ne poursuivez pas vos études. Et même si j'ai attendu ce moment avec impatience, j'ai un double sentiment. C'est très agité ici depuis un moment maintenant. Dans tout le pays, les gens protestent contre le gouvernement. J'ai peur de laisser mes parents et ma mère derrière moi quand je partirai pour Damas. En arrivant dans le parc, il y avait un groupe de manifestants à la mosquée. Je savais qu'il y aurait une manifestation aujourd'hui. Mon oncle m'avait même invité à venir. Il ne comprend pas pourquoi nous ne sortons pas tous pour manifester. Même si j'ai beaucoup de respect pour lui, je pense qu'il est plus sûr de ne pas le faire. Je veux pas risquer mon avenir. Les gens brandissent des banderoles en l'air en appelant à plus de liberté et de démocratie. Soudain, on entend des tanks qui se rapprochent. Les gens sortent et commencent à tirer. Les gens crient, pleurent, s'enfuient. C'est hallucinant. Comme par réflexe, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai commencé à tout filmer. Finalement, j'ai couru à la maison et j'ai tout raconté à ma mère. Heureusement, mon oncle a également réussi à s'enfuir à temps et est venu à la maison où je l'ai trouvé en train de pleurer. Ils ont tiré sur son fils, mon cousin. Je suis furieux. Il veut faire un procès et me supplie de partager la vidéo que j'ai faite sur ma page Facebook. Même si je suis en colère, j'hésite. Je trouve ça risqué et je ne veux vraiment pas risquer mon avenir. Ok. Que ferais-tu à ma place? Dénoncer cette injustice et partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou jouer la prudence et ne rien faire? Je vais un petit peu expliquer à Noah ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'écouter. N'oubliez pas que voilà, qu'il a 8 ans et qu'il faut un petit peu plus lui expliquer. Donc en fait, ce qu'on apprend dans cette première partie, Noah, c'est que Hassan, il vit dans un pays qui s'appelle la Syrie. Et ce pays est actuellement en guerre. Il est en guerre depuis de nombreuses années. Une guerre compliquée, parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre différents pays. La plupart des guerres, tu sais ce que c'est une guerre, hein? Oui. Ouais. La plupart des guerres, c'est souvent entre deux pays. Ici, c'est une guerre civile, donc qui oppose plusieurs camps dans le même pays. D'accord? D'un côté, on a un président qui gère son pays d'une manière très autoritaire, donc très très sévère, d'accord? Où les gens n'ont pas beaucoup de liberté. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les rebelles. Ce sont des gens qui manifestent contre le président, d'accord? Qui sont contre le président. Dans les rebelles, ce ne sont pas des soldats, comme dans l'armée du président, mais plutôt des civils. Ce qu'on appelle des civils, c'est des gens comme papa, par exemple, ou comme bien d'autres personnes qui ont un travail, qui ont une vie, qui ont une famille, etc. Il y a également des islamistes. Des islamistes, ce sont des gens tu sais ce que c'est la religion, hein? Un petit peu. Bon. Des islamistes, ce sont des gens qui utilisent leur religion comme prétexte pour faire des choses très très méchantes. D'accord? Et donc il y a une guerre entre ces trois camps. On va appeler ça des camps. Il y a une guerre entre ces trois camps. Hassan, lui, il a 17 ans, il est encore très jeune, il veut faire des études. Et il veut faire des études en partie, pourquoi? Parce que dans ce pays, tu dois apprendre à devenir soldat, c'est obligatoire, sauf si tu fais des études, si tu continues à aller à l'école. Tant que tu vas à l'école, tu ne dois pas apprendre à devenir soldat. D'accord? Et c'est une des raisons pour laquelle Hassan continue ses études. Et Hassan, d'une après-midi qu'il passe avec ses amis, va dans la rue et il voit des gens manifester dans la rue
Manifester, ça veut dire des gens qui se mettent en groupe et qui crient pour dire qu'ils ne sont pas contents par rapport à ce que le président du pays fait. Et le président envoie des soldats et les soldats commencent à tirer sur tout le monde. Hassan est très choqué de ça, il prend son téléphone et il filme ce qu'il se passe avec son téléphone. Film, c'est-à-dire... Qu'il fait une vidéo. Avec son téléphone, il fait une vidéo de ce qu'il voit. Et ce qu'il voit le choque profondément. D'accord ? Mais une fois à la maison, il hésite. Il hésite à savoir s'il va montrer cette vidéo sur Internet ou ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que dans un pays en guerre, contrairement à chez nous par exemple, si tu veux, tu filmes quelque chose que tu trouves choquant, tu le filmes et tu le montres à tout le monde sur Internet, tu n'auras aucun ennui. C'est pas grave, parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais dans un pays qui est en guerre, et un pays surtout où il y a plusieurs camps, quoi que tu fasses, tu vas rendre un de ces camps fâché. Et ce camp risque d'être contre toi. D'accord ? Si tu montres une vidéo de ce que fait le gouvernement de méchants, tu montres les choses horribles que les soldats du gouvernement font, le gouvernement va être fâché contre toi. Si tu veux filmer ce que font les rebelles, eh ben les rebelles vont être fâchés contre toi. D'accord ? Quoi que tu fasses, quoi que tu montres sur Internet, tu vas rendre un des camps contre toi. Tu comprends ça ? Oui. Ok. C'est quoi des gouvernements ? Un gouvernement, c'est un groupe de personnes qui dirigent un pays, qui dit, dans ce pays-ci, ça se passe comme ça. D'accord ? Il y a telle loi, des règles, et ça se passe comme ça. Et un gouvernement a toujours un chef, et ce chef-là, c'est le président. Alors, là, on te demande, qu'est-ce que tu ferais à la place de Hassan ? Est-ce que tu montrerais la vidéo sur Internet, ou tu préférais ne pas risquer d'avoir des problèmes et ne pas montrer cette vidéo ? Alors, pour t'aider à prendre cette décision, on te dit soit tu regardes l'interview d'un expert sur la liberté d'expression en Syrie. Donc la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir dire ce que tu veux. Comment ça se passe, cette liberté, dans ce pays-là ? Ou alors tu regardes le témoignage, donc l'histoire que dit Mohamed, qui a réellement vécu là-bas. Tu veux regarder quoi ? L'interview de l'expert ? Oui. Ok. On regarde. Déjà, avant la guerre, tout était très surveillé en Syrie. Toute expression d'une opposition politique, d'une opinion politique, par l'État lui-même, par des services de renseignement, des services secrets. Tout est contrôlé et également réprimé, et parfois violemment. Il y a des prisonniers politiques en Syrie. Donc avec la guerre civile, c'est devenu de plus en plus tendu, de plus en plus dangereux, de plus en plus risqué. Donc dans un climat de guerre civile aussi, plus personne ne fait confiance à personne. Il y a bien sûr les services, les renseignements gouvernementaux qui peuvent vous observer, mais il y a aussi tous les autres groupes en présence, toutes les milices armées, l'opposition, des groupes terroristes également, comme on peut les appeler. Donc on se méfie de tout le monde, on se méfie de son propre voisin, on se méfie des gens de la région voisine. Donc participer à une manifestation même pacifique, ou s'exprimer sur des réseaux sociaux, ou envoyer des photos à 3 personnes de quelque chose qu'on a vu, etc., peut représenter un risque très très dangereux dans un pays en guerre civile comme la Syrie. Voilà. Donc ce que ce monsieur dit, c'est voilà, c'est exactement ce que je te disais maintenant, hein, c'est que dans un pays qui est en guerre, une guerre civile où il y a plusieurs camps dans le même pays, ben forcément, dès que tu manifestes une opinion, dès que tu dis ce que tu penses de ce qui se passe dans ton pays, ça peut être dangereux. Pourquoi ? Parce que les gens que tu côtoies tous les jours peuvent faire partie d'un de ces camps et se retourner contre toi et commencer à t'en vouloir à toi. Donc c'est mieux dans un pays en guerre civile. Parfois, c'est beaucoup mieux de ne pas révéler, de ne pas dire ce que tu penses. Tu es plus en sécurité si tu ne dis pas ce que tu penses. Donc, qu'est-ce que tu ferais à la place de Hassan ? Est-ce que tu montrerais la vidéo ? Ou est-ce que tu préfères ne pas la montrer et ne pas prendre de risque d'avoir des problèmes ? Si je la montre, on aura vraiment des problèmes.
Si tu montres la vidéo, si Hassan montre la vidéo, oui, il peut avoir des problèmes, lui et sa famille. Je la montrerai pas. Tu la montrerais pas? Ok. Donc prendre une décision et partager la vidéo, ne pas partager la vidéo. Tu ne la partagerais pas. Je décide de ne pas partager la vidéo et de la supprimer, juste pour être sûr. Mon oncle était d'abord en colère, mais il a fini par comprendre mon choix. Son chagrin pour la perte de son fils est énorme. Le mien aussi. La situation s'aggrave de plus en plus. J'espère seulement que ça passera bientôt. La guerre a commencé. Là où je vis, c'est plutôt calme. Mes parents ont pensé qu'étudier à Damas serait trop risqué, alors je suis resté à l'attaquer. Comme je ne fais pas d'études, j'ai reçu une lettre m'invitant à me présenter à l'armée pour mon service militaire. Mon frère y est depuis 2 ans et ça fait maintenant 6 mois que nous sommes sans nouvelles de lui. Nous ne savons même pas s'il est encore en vie. Je ne veux vraiment pas faire l'armée. Avoir à me battre avec des gens qui sont mes amis ou risquer d'être tués. La seule autre option est de fuir. Cela signifie quitter ma famille, mes amis, renoncer à mon avenir, sans savoir quand je vais pouvoir revenir. J'ai l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. Voilà. Quel dilemme? Que ferais-tu à ma place? Rejoindrais-tu l'armée gouvernementale ou laisserais-tu tout le monde derrière toi pour fuir en Turquie? Alors je t'explique, Noah, j'explique pour Noah. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, un jeune de l'âge de Hassan, il a 2 choix. Soit il poursuit des études et il apprend un métier, et s'il ne fait pas d'études, il est obligé d'apprendre à devenir soldat. D'accord? Si il va plus à l'école, mais il doit apprendre à être un soldat. Exactement. Exactement. Mais il n'a pas envie d'apprendre à être un soldat. Tu sais, avant en Belgique, c'était le cas pour mon papa par exemple, avant en Belgique, on avait ce qu'on appelle un service militaire. Ça veut dire que l'aîné de la famille, le garçon aîné de la famille, devait apprendre à devenir soldat et devait faire son service militaire. C'était pas trop grave. Il y a des gens qui en gardent ici en Belgique un très très bon souvenir. C'est juste, voilà, pendant quelques mois, je crois que c'était 6 mois, ou 1 an, peut-être, je sais plus, mais peu importe. Voilà, tu apprends à devenir soldat, puis tu rentres à la maison et ta vie continue comme avant. Sauf que dans un pays comme ça, ben c'est très différent. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a la guerre. D'accord? Donc, si tu vas pour apprendre à être soldat, on pourrait te demander d'être un soldat. Apprendre à être soldat, c'est une chose. Être un soldat, c'est aller se battre. Et risquer d'être tué. Pire encore, ce qu'on pourrait lui demander, comme c'est une guerre, mais non seulement une guerre, mais aussi une guerre civile, ça veut dire que les gens avec qui il va devoir se battre peuvent être peut-être ses amis, son voisin, même sa propre famille. Parce qu'il va se battre contre des gens du même pays. Tu comprends? Donc, soit il est obligé d'aller, comme il ne fait pas d'études, il est obligé d'aller à l'armée, ou alors, sa seule autre solution, ben, c'est de s'enfuir, de quitter le pays, et de s'enfuir. Tu comprends? Est-ce que tu veux regarder une des vidéos pour t'aider à prendre une décision, ou tu sais déjà? Ce que tu ferais, toi? Je veux regarder. Oui. Regarder l'interview d'un expert, encore une fois, sur le service militaire? L'autre. L'autre? Attends. Regarde le témoignage de Mohamed. C'est en néerlandais, je pense, donc j'ai traduit. Ce n'était vraiment pas un pays assez sûr. J'avais le choix entre 2 options. Soit de rejoindre l'armée, soit de partir à l'étranger. Je ne voulais pas rejoindre l'armée parce que si je... Désolé. Il est ému. C'est un peu difficile pour moi de penser à la Syrie. Je ne voulais pas rejoindre l'armée parce que ce n'est pas évident. Si je suis dans l'armée, je dois tirer sur des gens sans raison. Ou je dois aller en prison si je ne veux pas tirer sur ces gens. Ou on me tuera en me tirant dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à l'étranger. C'était la seule option pour moi. Tu comprends le choix de Mohamed?
de Alors, partir? il a choisi partir quelque part. Il a choisi de quitter son pays, oui. Qu'est-ce que tu Comme, ferais qu'est-ce que tu ferais à la place d'Hassan alors? Est-ce que attends, c'est comme Hassan. comme il a dû faire le même choix que doit faire Hassan maintenant. Mais là, on te demande de toi, de choisir pour Hassan. Tu demanderais à Hassan d'aller rejoindre l'armée ou plutôt de fuir le pays et d'aller pour éviter de te faire tuer ou de tuer quelqu'un? De se fuir. De t'enfuir? Oui. Ok. Quitter la Syrie? Quitter le pays? Si tu t'enfuis tout seul. Hein. Tu es obligé de laisser ta famille parce que ta famille court moins de risques que toi parce que toi, tu es obligé d'aller dans l'armée et pas ta famille. Donc quitter la Syrie. Ok. Es-tu certain? Ma famille va tellement me manquer. Tu es certain? Hmm. Oui. J'ai pas envie que sa famille lui manque. Oui. Mais s'il quitte pas la Syrie, ma famille va lui manquer aussi parce qu'il va devoir aller à l'armée. Une fois qu'il sera à l'armée, il sera de toute façon pas avec sa famille. Hmm. Tu comprends? Voilà. Ah, attends. Ouais, donc la Syrie, tu vois, lui, il est à l'attaquer. Ok, ça c'est la Syrie. Le pays le plus proche de la Syrie, qui soit relativement sûr, c'est la Turquie qui est juste au-dessus. D'accord? Et tu vois, ici, la botte, ici, c'est l'Italie. Donc, on se rapproche de l'Europe. On écoute. Quitter la Syrie m'a arraché le cœur. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Quitter son pays, s'éloigner de sa famille, de ses amis et de tout ce que l'on connaît, sans certitude de revenir un jour. Je ne le souhaite à personne. Je suis maintenant à Mersin, une ville portuaire de Turquie où vit le meilleur ami de mon père. Pour arriver ici, j'ai pris un bus, puis une voiture. J'étais mort de peur quand on a passé les contrôles à la frontière, mais on nous a laissé passer. Je me demande combien d'argent mon père a dû donner pour ça. Il y a beaucoup de réfugiés syriens ici. Je travaille ici et là pour gagner un peu de la connaissance d'un garçon de ma région, Salim. J'ai la sensation qu'il est un peu comme mon âme sœur. Nous sommes constamment ensemble et nous nous entraidons quand nous le pouvons. Un jour, nous parlons de notre avenir. Nous avons tous les deux une vision sombre de la situation. Salim a aussi des rêves. Il a toujours été un gamer et souhaite devenir un professionnel de l'informatique. Nous savons tous deux qu'on n'a aucune chance de réaliser nos rêves en Turquie. Salim parle de l'Europe et de la Belgique où vit son frère. Il me propose d'aller avec lui. L'idée de rester ici seul n'est pas très attrayante, mais le voyage en Europe est très dangereux et coûte très cher. Je ne veux pas demander de l'argent à mes parents. Leur parler de mon projet de me rendre en Europe les inquiéterait trop. Et suivre Salim me coûterait tout l'argent que j'ai. Ok. J'explique un petit peu à Noah, pour continuer ici. Donc, il a fui la Turquie, la Syrie, et il est arrivé en Turquie. Avant d'arriver en Turquie, il y a eu des contrôles. Entre la Turquie et la Syrie, il y a ce qu'on appelle des frontières. Entre les pays, il y a des frontières. Ok. Les frontières, c'est ce qui délimite la fin d'un pays et le début d'un autre. Hein. Et aux frontières, il y a des soldats du président. Il y a des soldats du président qui vérifient les identités de tout le monde qui quitte le pays. Mais comme lui, il n'est pas censé quitter le pays, parce qu'il est censé aller à l'armée, d'accord? C'est pour ça que l'armée fait des contrôles à la frontière. Et pour qu'il puisse passer, son père a très probablement dû payer une grosse somme d'argent à donner aux soldats qui allaient les contrôler pour les laisser passer. Tu comprends? Une fois en Turquie, il fait la connaissance, enfin sur le chemin de la Turquie, il fait la connaissance de Salim, qui a un petit peu la même histoire que lui. À la différence que Salim, lui, il a quelqu'un, je crois qu'il a parlé d'un cousin, je pense, c'est ça? Oui. D'un cousin de Salim qui vit en Belgique, chez nous. D'accord? Le cousin de Salim vit en Belgique. Et c'est là que Salim veut aller. Mais Hassan il hésite beaucoup. Parce que, bon, il est parti, il a quitté la Syrie avec de l'argent. Ok? Et pour traverser, enfin pour aller jusqu'en Belgique, il faut traverser une mer, ok, dans des petits canaux, dans des petits bateaux, des petites barques. Vraiment, c'est très dangereux.
en fait, parce qu'ils peuvent couler et se noyer. C'est très dangereux et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Si Hassan décide d'aller en Europe avec Salim, il prend un énorme risque en traversant. Il prend un énorme risque en traversant et ça va lui aussi lui coûter tout l'argent que son papa lui a donné. D'accord? Ça veut dire que il paye pour traverser, une fois qu'il est arrivé en Europe, il n'a plus d'argent. Plus du tout. D'accord? Ou alors il reste en Turquie. Mais en Turquie, c'est pas très chouette non plus. Pourquoi? Parce que la vie là-bas, en Turquie, pour les Syriens, est très 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 difficile. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ça, on l'explique un peu plus loin dans cet outil, sur le site, mais, mais c'est très compliqué de vivre en Turquie, et s'il reste en Turquie, ben jamais, il y a de très très fortes chances qu'il n'arrive jamais à avoir une vie convenable là-bas. Il n'aura jamais beaucoup d'argent, il n'aura jamais une maison à lui, un beau métier, voilà, il va rester pauvre. S'il reste en Turquie, il va rester pauvre pour le restant de sa vie. S'il va en Belgique, il court un risque. Il court un risque en traversant la mer. Donc on doit aider, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans mes chaussures? Accompagnerais-tu Salim en Europe en risquant ta vie? Ou resterais-tu seul en Turquie en espérant pouvoir y avoir tout de même une vie décente? Alors je m'informe pour aider Hassan à prendre la bonne décision. Donc je lis un rapport d'Amnesty International sur les pushbacks, personnes qui sont refoulées illégalement en Grèce, ou je lis un article qui témoigne de la vie syrienne en Turquie. Tu veux lire un article? C'est quoi un article? C'est un papier, voilà. C'est quelque chose qu'on peut lire qui va t'expliquer un petit peu ce que c'est la vie de quelqu'un qui vient du même pays qu'Hassan en Turquie. Tu veux lire ça? L'autre? Le rapport d'Amnesty? Non, celui-là, je ne l'ai jamais lu, donc c'est un peu long. Ok, bon, tant pis, on va lire. Donc, résumé des rapports. Ce rapport se base sur des entretiens avec des personnes ayant subi des pushbacks. Pushback, ça veut dire, voilà, tu recules, tu reviens pas, tu retournes de là où tu viens. On estime qu'1 millier de personnes au total ont été victimes de ces expulsions illégales. Pourquoi ces expulsions illégales? Parce que ces gens viennent de Syrie, ok? Ça veut dire qu'ils viennent d'un pays en guerre. Et quand tu viens d'un pays en guerre, tu es considéré comme un réfugié. Et un réfugié ne peut pas être refoulé. Parce que si tu le refoules, sa vie est en danger dans son propre pays. Et normalement, en Europe, on n'a pas le droit de leur dire « non, tu peux pas venir ». On est obligé de les accueillir. Tu comprends? Ce rapport se concentre sur la région autour du fleuve Evros, à la frontière avec la Turquie, entre mars et décembre 2020. Cette nouvelle enquête montre que les violations des droits humains sont désormais une pratique bien ancrée des gardes-côtes grecs. Le degré d'organisation nécessaire pour procéder à ces renvois, à cette échelle, indique jusqu'où va la Grèce pour renvoyer illégalement des personnes et couvrir ses agissements, selon Adriana Tidona, spécialiste de migration. La grande majorité des personnes ont été soumises ou ont assisté à des violences perpétrées par les personnes qu'elles ont décrites comme des représentants de l'État grec en uniforme et des hommes en civil. Elles ont reçu des coups de bâton ou de matraque, des coups de pied et ont été poussées, ce qui a parfois entraîné des blessures graves. Les hommes ont souvent été soumis à des fouilles humiliantes et agressives, parfois sous les yeux de femmes et d'enfants. Oui. C'est passé quand ça? Ça se passe encore maintenant, là. Ça se passe encore maintenant. Ça se passe maintenant? Ça se passe maintenant, oui. Certes, ça fait plusieurs années, mais ça se passe encore maintenant. C'est pas fini, quoi. Alors aujourd'hui, il y a une guerre avec ça? Oui. Il y a toujours une guerre dans ce pays. Elle a évolué, ce n'est plus la même, mais oui, il y a toujours des gens, en tout cas, qui quittent la Syrie pour se réfugier en Europe. Certains actes s'apparenteraient à de la torture, compte tenu de leur gravité et de leur caractère humiliant ou punitif. Ainsi, un homme syrien raconte comment des soldats vêtus de noir et encagoulés avaient ramené son groupe au fleuve Evros. Une personne qui a tenté de s'échapper a été tellement rouée de coups que sa colonne vertébrale semblait fracturée. Il ne pouvait plus bouger du tout, même pas les mains.
Un autre raconte comment un homme qui ne savait pas nager a quand même été forcé de plonger dans l'eau. Cet homme a été emporté par le courant. Donc, ce que ce rapport d'Amnesty explique, c'est que traverser la mer, c'est déjà dangereux. Donc, C'est déjà dangereux. Mais arriver en Grèce, c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux quand tu arrives là-bas en Grèce. Il y a des gens qui ont été tellement battus par des hommes de Grèce en uniforme, des gens qui sont censés représenter le pays, qu'il y en a qui sont restés paralysés. Paralysés, ça veut dire quand tu sais plus bouger. attends, Mhm. mais j'oublie ce que je veux dire. Ça veut dire quoi des hommes? Encagoulés, Oui, qui portent une cagoule. c'est quoi une cagoule? Une cagoule, c'est quelque chose que tu mets sur la tête. Tu ne peux voir que tes yeux. Ça cache ton visage. Donc tu vois que c'est dangereux, très dangereux de prendre la décision d'aller en Europe. Tu risques vraiment ta vie si tu vas en Europe. Mais si tu survis, ben, tu auras une vie meilleure. Si tu restes en Turquie, tu veux voir un article qui témoigne de la vie en Turquie pour les Syriens? Ou alors, je l'ai lu, tu sais quoi, je vais t'expliquer un petit peu. Parce que je l'ai lu. Si Hassan décide de rester... Ouais, tiens, mets-toi sur mes genoux. Si Hassan décide de rester en Turquie, bah, il court peut-être pas le risque de traverser la mer et d'arriver en Grèce et d'être battu là-bas. Mais la vie, pour lui, en Turquie, sera sans avenir. Tu vois? Quand tu grandis et que tu as l'âge d'Hassan, tu as plein de projets, de choses que tu as envie de faire dans la vie. Et faire des projets quand tu vis en Turquie et que tu es syrien, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de trouver un boulot pour gagner leur vie. D'accord? Mais les patrons qui engagent, les patrons turcs, les gens turcs qui engagent, qui donnent un travail aux Syriens, qui engagent les Syriens, qui leur donnent un salaire, les payent avec de l'argent, mais pas assez. Très très peu. Normalement, le président turc a décidé qu'il fallait un minimum salarial, donc donner un minimum d'argent aux réfugiés syriens, mais les patrons, ils s'en foutent. Les patrons s'en foutent. Ils donnent très très peu d'argent, parce qu'ils savent très bien que si toi Syrien, tu dis, voilà, je veux un travail, que le patron dit, oui, mais tu auras très très peu d'argent, je ne te paye pas beaucoup, tu sais que ce ne sera pas suffisant pour vivre, mais tu sais aussi que si tu dis, ah oui, mais si c'est comme ça, ben, alors je ne travaille pas, je vais trouver un autre travail, tu sais que ce ne sera pas possible, que tous les autres patrons vont te payer très mal, et que le patron sait très bien que si toi tu refuses, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va l'accepter. Les patrons turcs, ils savent très bien qu'il y a toujours un Syrien qui va accepter le travail que lui propose, même s'il paye très très peu d'argent. C'est pour ça qu'un Syrien en Turquie, c'est très très compliqué pour eux de s'imaginer avoir un avenir, de s'imaginer avoir une belle vie, comme tu pourrais toi maintenant avoir. Tu as une maison avec papa et maman, tu as un lit et chambre, des jouets, tu vois. Mais là-bas, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir tout ce qu'on a ici. Pour les Syriens, en Turquie, c'est pas possible. Parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. D'accord? Et là, tu dois prendre une décision. Soit tu restes en Turquie et tu n'auras jamais une vie convenable. Soit tu décides d'aller en Europe. Tu peux avoir une vie convenable. Mais tu prends un très grand risque pour ta vie en allant jusque là-bas. Qu'est-ce que tu déciderais à la place de Hassan, toi? Je sais pas. Difficile, hein? Oui. Pour moi, c'est le choix le plus difficile qu'il y a dans l'histoire de Hassan. Pour moi, c'est le choix le plus difficile. Choisirais quoi, toi? Ah. Je crois, moi, que je choisirais de traverser. D'essayer de traverser la mer et d'aller en Europe. Parce que je pourrais mal imaginer, à 17 ans, si je devais faire ce choix à l'âge que j'ai maintenant, à 40 ans, je me dirais que même en Belgique, avoir un avenir sera compliqué. Donc autant essayer de survivre un maximum. Mais si j'avais 17 ans, et toute une vie devant moi, en me disant si je réussis à passer, si je réussis à aller jusqu'en Europe, j'ai une chance d'avoir une belle vie, d'avoir une famille, des enfants, un travail, une maison.
C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que tout le monde veut. Moi aussi, j'ai envie. Oui. Mm. Tu choisirais quoi? D'aller en Belgique avec Salim? Ou de rester en Turquie? En Belgique, parce que c'est il n'y a pas de choses dangereuses C'est vrai. et il n'y a pas de tempête, je veux dire tornade. Il n'y a pas de tornade non plus, c'est vrai. C'est vrai, en Belgique, on est plus ou moins tranquille. À part les pluies, tu te souviens, les pluies qu'il y a eu en été? Il y a des gens qui ont perdu leur maison, mais ça n'arrive pas souvent, c'est vrai. Ok. Ça se passe pas en la Louvière. À la Louvière, Non. ça se passe Non, pas. c'est vrai. Enfin, quoique, s'il y a eu des inondations à la Louvière. Mais là où on est, on risque rien parce qu'on est plus haut. Ok, prendre une décision. Donc, tu veux aller en Belgique. Me joindre à Salim alors. Tu vas avec Salim en Belgique. Ok. Oui. Donc, tu vois, ils sont là, en Turquie. Et ils doivent traverser cette mer-là. Ok, tu vois? Là. Entre là et là, c'est une mer. Et elle est très dangereuse. Ok. Mais ils peuvent arriver en Europe. Et en Europe, l'Europe est ici. D'accord? La Grèce est là, l'Italie ici. La Belgique est un peu plus loin. Là, d'abord la France. Puis la Belgique plus haut. Ok. On continue. Sans Salim, je n'aurais jamais osé, mais nous sommes devenus si proches ces derniers mois qu'il est presque comme un frère pour moi. Avec le peu d'argent que nous avions, nous avons trouvé un passeur qui nous a aidés à passer en Grèce et ensuite plus loin en Europe. Il était difficile de déterminer le meilleur itinéraire car de plus en plus de frontières vers l'Europe sont verrouillées pour arrêter les gens comme nous. Nous avons navigué dans un bateau sur la rivière sauvage Evros pour aller plus loin en Grèce. Nous sommes au moins 50 sur un bateau qui, je pense, est prévu pour 20 personnes. Il y a beaucoup de vent et il pleut si fort que nous ne pouvons presque rien voir. Nous n'arrivons pas à maîtriser notre bateau. Je vois que Salim tourne autour du pot, il est en panique. Je lui crie de rester calme mais il ne m'entend pas. Je crie son nom mais je ne le vois plus. Je réalise maintenant qu'il ne porte pas de gilet de sauvetage. Il est arrivé où? Attends. Je suis de retour en Turquie. Sans Salim, sans argent, sans perspective. Salim s'est probablement noyé. Je me souviens du froid que j'ai ressenti quand je me suis réveillé sur la rive du fleuve. J'ai entendu des cris et des aboiements de chiens, et j'ai senti des gens me donner des coups de pied. Avec d'autres personnes qui étaient sur mon bateau, nous avons été expulsés de Grèce, juste comme ça, comme si nous étions des ordures. Tout ça pour rien. Mon meilleur ami a perdu la vie pour rien. Et que dois-je faire maintenant? Tenterais-tu une nouvelle traversée vers l'Europe ou resterais-tu en Turquie? Donc ils ont traversé. Enfin, Hassan a réussi à traverser, mais ce jour-là, la mer était très, très violente, et par contre, son ami Salim, lui, n'a pas su traverser. Ok, il s'est noyé. Bien triste. Donc il a fait tout ça pour rien. Il a fait tout ça pour rien, comme il le dit. Et il a été re-envoyé en Turquie dans un autre bateau. Est-ce que tu essayerais encore de traverser? Tu essayerais encore une fois de traverser? Ou maintenant tu dis c'est trop dangereux, je reste en Turquie? Je vais encore traverser. Tu veux encore essayer? Faire une nouvelle tentative. C'est-à-dire quoi? Je suis brisé. Je suis brisé. Je suis brisé, ça veut dire que je n'ai plus d'espoir. Que je n'ai plus d'espoir, je suis triste, je suis malheureux. Je ne peux plus, j'ai besoin de repos. En plus, je suis fauché. Fauché, ça veut dire qu'il n'a plus d'argent. Donc il reste en Turquie. Ah oui. Je finis par trouver un emploi dans une usine de textile près d'Istanbul. Je travaille 60 heures par semaine, mais mon salaire est si bas que je dois quand même aller à la mosquée pour des colis alimentaires de temps en temps. Je survis. C'est mieux que la guerre, mais on peut difficilement appeler ça une vie. Je vis dans une chambre avec 10 autres Syriens. La nuit, j'ai du mal à dormir car je n'arrive pas à arrêter de penser. Les images de ce qui s'est passé défilent constamment dans ma tête. La culpabilité aussi. Ai-je fait les bons choix? Je suis très inquiet pour mes parents et ma sœur. Ils vivent toujours en Syrie. Nous avons souvent des contacts, mais dès qu'ils ne répondent pas, je crains immédiatement le pire. Pendant ce temps, j'ai reçu la triste nouvelle que mon oncle est mort en Syrie. Mon père veut que je prenne une petite partie de l'héritage,
Avec cet argent, je pourrais améliorer ma vie en Turquie. Ou bien faire une deuxième tentative pour me rendre en Europe via les îles grecques. Donc il est Oui. vraiment parti en Turc. Maintenant, il est resté en Turquie. Il a décidé du de ne plus vrai être pour... c'est une véritable histoire. C'est réellement l'histoire qui a été qui a été racontée par un vrai réfugié syrien. C'est une véritable histoire, Nora. Je ne sais plus ce que je dois faire. Que ferais-tu si tu étais moi? Resterais-tu en Turquie et essayerais-tu d'être heureux ici? Ou essayerais-tu quand même d'aller en Europe? Alors, C'est en je lis un extrait du rapport du UNHCR, je ne sais pas ce que c'est malheureusement, sur les conditions de vie sur les îles grecques. Zemar n'avait que 15 ans lorsqu'il est arrivé d'Afghanistan au centre d'accueil de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Il avait survécu à une série d'expériences traumatisantes et venait d'être séparé de ses parents. Il avait besoin de repos. La première nuit, son sac a été volé. Il se sentait encore plus seul. Ils ont tout pris, dit-il. Je n'avais personne à qui parler. Quelques nuits plus tard, 3 hommes l'ont attaqué. Il a réussi à s'échapper et à rejoindre une patrouille de police à l'entrée principale de Moria. Il a passé cette nuit sur le trottoir en sécurité, mais incapable d'expliquer aux officiers ce qu'il s'était passé, faute d'interprète. Les conditions de vie sont devenues effroyables pour les demandeurs de protection internationale dans le centre d'accueil de Moria, qui accueille à présent 12 800 personnes, tu te rends compte? 12 800 personnes. 5 fois sa capacité. 12 800 personnes comme Hassan, qui sont là. 5 fois sa capacité. Donc il y a 12 800 personnes dans un endroit qui peut accueillir que 2000, un peu plus de 2000. Les gens dorment dans des conteneurs et des tentes dans une oliveraie adjacente. Presque 1000 enfants, surtout des adolescents, vivent à Moria sans leurs parents ni membres de leur famille. La moitié d'entre eux sont logés dans 4 sections protégées, mais les autres dorment dans un entrepôt en toile appelé Rub Hall, où logent également des adultes. Dans les îles grecques de la mer Égée, plus de 1600 mineurs non accompagnés résident dans les structures d'accueil telles que Moria, gérées par le gouvernement. Dans le centre d'accueil Vati, sur l'île de Samos, plus d'une douzaine de filles isolées dorment à tour de rôle dans un petit conteneur, pendant que d'autres enfants dorment sur les toits des conteneurs. Les enfants isolés peuvent vivre dans des conditions non sécurisées pendant des mois en attendant d'être hébergés. Cela les affecte mentalement et physiquement. Nous nous sentons toutes et tous inutiles. J'ai tellement de stress. Je perds ma mémoire quand j'essaye de dormir. J'ai chaque fois des cauchemars. Je veux juste revoir ma famille, des Zemar. Il y a aujourd'hui plus de 4600 demandeurs de protection internationale mineurs, donc qui ne sont pas adultes, et 100 parents, qui ne sont pas adultes et sans leurs parents, en Grèce. Le nombre le plus élevé depuis 2016. Seul un ou une jeune sur 4 est hébergé dans un centre d'accueil adapté pour son âge, et plus de 1000 sont sans abri ou vivent sous tente. Zemar a fui l'Afghanistan avec sa famille après que les talibans ont tué son frère aîné. Ça, c'est un autre pays, une autre histoire. Je te raconterai plus tard. Ils ont tué son frère aîné pour avoir collaboré avec les autorités afghanes. Il a été séparé de ses parents sur une plage turque lorsque les passeurs essayaient de les embarquer avec un groupe de 50 autres personnes à bord d'un petit canot pneumatique au milieu de la nuit. Certaines personnes n'ont pas grimpé assez vite et sont restées derrière. Prénom modifié pour des raisons de sécurité. C'est terrible, hein? Oui. C'est terrible, hein? Donc, on demande encore, je ne sais plus quoi faire. Que ferais-tu si tu étais moi? Resterais-tu en Turquie? Donc maintenant, Hassan, il a appris que son oncle, tu te souviens? Celui qui pleurait, qui voulait le téléphone, tu te souviens? Cet oncle-là, il est mort, et son papa a récupéré de l'argent qui provenait de son oncle, et veut l'envoyer à Hassan. Donc Hassan va recevoir un peu d'argent. Hassan peut retenter de traverser la mer et d'aller en Europe et en Belgique, ou cette fois peut essayer maintenant d'avoir une vie un peu plus digne en Turquie et de rester en Turquie. Qu'est-ce que tu ferais? Pour faire quoi?
soit tu restes en Turquie avec cet argent et tu as un peu plus de chances d'avoir une vie meilleure, soit tu essayes d'aller en Europe via les îles grecques. Pour Et aller- voir Greg. Non, pas pouvoir grec. Dans les îles grecques, des îles de Grèce, donc les endroits où je viens de lire, où on dort, les réfugiés dorment dans des tentes ou sur des conteneurs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, lui aussi il a du mal à prendre des décisions, niveau. Allez, tu restes en Turquie pour avoir essayé d'avoir une vie meilleure ou tu essayes encore d'aller en Europe? Encore y aller en Europe. Ok, Parce que on continue. Europe, c'est mieux que Turquie. ouais, je pense aussi. Je décide de réessayer. Cette fois, j'ai informé mes parents. S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas qu'on croie que j'ai disparu. Mon père me met en garde contre l'île grecque de Lesbos. Un de ses amis a atterri là-bas et n'en est jamais reparti. Après 2 ans sans aucune chance d'être reconnu comme réfugié, il est devenu fou, a sauté dans la mer et s'est noyé. Il m'exhorte à ne pas rester sur l'île mais à me rendre en Grèce, dès que possible, puis en Macédoine et en Serbie, où il connaît quelqu'un qui peut m'aider à me rendre en Belgique, où vit le frère de Salim. Espérons-le. Je l'ai fait. Quand je suis enfin arrivé à Bruxelles, j'ai eu l'impression que 100 kilos tombaient de mes épaules. L'entretien avec le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a été difficile. Une histoire 10 fois, Ok. dans les moindres détails. Je comprends qu'il veuille vérifier si j'ai bien un droit à l'asile, mais à cause de toutes les questions, j'ai eu l'impression de revivre ce cauchemar encore et encore. Cela fait maintenant 6 mois que j'attends une réponse. C'est difficile, vraiment. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire à part attendre. Pourquoi cela prend-il autant de temps? J'ai l'impression de perdre pied. J'essaie de garder le moral, mais ma famille me manque tellement. Je sais que ça semble étrange, mais je veux vraiment retourner en Syrie. Retrouver ma famille, mon pays. La guerre est presque terminée selon certains. Et grâce à une procédure appelée retour volontaire, je pourrais rentrer. Peut-être que je devrais juste faire ça? Ok, ça dure un peu plus longtemps. Je vais t'expliquer comment ça se passe pour les Syriens une fois qu'ils arrivent en Belgique. Et nous, on continue demain. On continue l'histoire demain. Oui. Ok. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous de regarder cette vidéo avec mon fils Noah, donc qui a 8 ans. Il a fallu Donc, que je réexplique plusieurs choses. Mais j'espère aussi que vous avez trouvé ça instructif. J'espère aussi que si vous aviez des doutes par rapport à l'accueil des réfugiés, ben vous en aurez moins. Enfin, en tout cas, je l'espère de tout cœur. J'espère que vous serez nombreux à essayer par vous-même et faites vous-même les choix. Essayez donc l'adresse internet, vous pouvez la voir là, c'est walk-in-my-shoes.be. C'est fait par Caritas International. C'est, comme vous le voyez, c'est vraiment très très bien fait. Et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire. Et si vous êtes comme moi convaincu qu'il faut donner plus de perspectives en Europe aux réfugiés syriens, alors partagez ce site, parlez-en autour de vous, et surtout aux gens qui ne sont pas convaincus justement qu'il faut les aider. Et j'espère que cet outil servira surtout à ça. Donc voilà, on continue l'histoire demain, si vous voulez bien. Et en attendant, ben, on leur souhaite une bonne nuit. Enfin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, on vous dit à demain. Tu dis à demain? Si on recommence la partie, est-ce que ça va tout recommencer? Non, on le fera directement de là. D'accord? Ok? Je sais les choix que tu as fait, donc j'arriverai jusque-là. Ça va? Ok. Oui. Allez, à demain les amis. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon. Ciao, ciao! Ciao, ciao.